dans le deuxième épisode sur cette KTM 125 EXC 2006 montée Supermoto. J'ai rien oublié. Si tu n'as pas suivi le premier épisode, je t'invite à aller le voir de ce pas. Dans ce fameux épisode, on a commencé à faire un état des lieux sur cette moto qui n'est pas à moi, je le reprécise. D'après mes souvenirs, je disais des trucs du genre au final, on a affaire à une moto plutôt saine, agréablement surpris, pas de jeu dans les roulements de vélo, pas besoin de déposer le moteur du cadre, on va juste faire un piston, blablabla. Il y a eu un changement de projet. Alors, pourquoi qu'il est là ce moteur? Donc, hors caméra, j'allais m'apprêter à commander les pièces et bien sûr, bon, j'ai quand même continué à vérifier si j'étais pas passé à côté de quelque chose. Et il y a un petit truc qui m'a chagriné, on va dire. J'étais un petit peu chafouin. Je sentais un léger point dur, léger, pas si léger que ça, hein, en faisant tourner, en faisant rotater le vilebrequin de la sorte. Donc j'ai commencé par déposer le volant magnétique, le point dur était toujours présent. Je me suis donc penché du côté embrayage et miraculeusement en enlevant la cloche d'embrayage, du coup le vilebrequin n'était relié au carter uniquement par les roulements de vélo. Et là plus de point dur. Donc après moult recherches, non c'est pas vrai, hein, je l'ai vu de suite. Le problème qui se pose c'est que la bielle ayant été changée, en fait, le vélo il n'a pas été centré correctement. Ce qui fait que le pignon ici tourne de manière excentrique et non concentrique. Donc il vient à chaque tour forcer sur la cloche d'embrayage. Ce qui fait que ici, là, bon bien sûr, toi tu peux pas le ressentir, hein, je me doute. Là ici on a une résistance. Une fois qu'on passe ce point, hop, ici on est libre. Là on a même le léger jeu normal hein, dans la cloche d'embrayage. Hop, ici de nouveau, là on est bloqué. Tu vas mieux voir, je vais te positionner dans l'axe du vélo. Déjà là, peut-être que tu vois un petit peu mieux ce qui se passe. Comme ça, ce sera peut-être encore plus parlant. Filetage inversé là-dessus, hein. Donc typique sur les KTM. Du coup, pour desserrer, on serre. Est-ce que tu verras mieux? Alors, je ne sais pas si c'est très flagrant hein, en image. Je pense que oui. Pour que tu vois mieux, j'ai pas de comparateur ici hein, à disposition, mais avec un simple tournevis placé sur le carter. Là, je pense que tu identifies un petit peu mieux le problème. Donc, qu'est-ce qui provoque ce phénomène? Un mauvais centrage du vilebrequin, un mauvais alignement du vilebrequin. Quand ils ont remplacé la bielle, ça a été fait, je ne vais pas dire que ça a été fait comme des charlots, j'aime pas critiquer le travail des autres. Moi, perso, je ne fais pas ce genre d'opération, donc je sais comment ça fonctionne, j'ai pas le matériel pour le faire et je peux tout à fait concevoir que celui qui fait pas ça tous les jours, il n'a pas forcément aligné ça à la perfection. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi je peux pas laisser ça comme ça. Tu me diras, la moto elle tournait comme ça, pourquoi on va s'emmerder, on va laisser ça comme ça. Elle tournait comme ça, sauf que moi je l'ai essayé que à bas régime, hein, puisque c'était un essai avant que son propriétaire l'achète. Là, je suis prêt à parier qu'à haut régime, tu te retrouves avec un vibromasseur entre les jambes. Alors oui, bien sûr. Je sais qu'il y en a que ça ne dérangerait pas, mais la solution, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement ouverture complète du bas moteur.
On va amener le vélo, se faire rectifier la tronche. Du coup, à y être, on va contrôler la boîte. On remplacera, je pense, de toute façon, les roulements de vélo. Même s'ils n'ont pas de jeu, que a priori, ils ont certainement été faits en remplaçant la bielle. Je ne sais pas quand, je ne sais pas. Bon. Est-ce que ça vaut le coup d'économiser des roulements? Une fois que c'est ouvert, moi, je me dis, on fait tout. Bon, encore une fois, c'est pas ma moto, donc on verra avec le propriétaire. Bon, ça, soit, ok, on va le faire. Ça a été mal fait. Je ne vais pas critiquer celui qui a centré le vélo. Moi-même, je ne sais pas le faire. Enfin, je sais comment ça fonctionne dans la théorie. Je n'ai pas les appareils pour le faire. Et puis, je n'ai même pas l'expérience. J'en ai jamais fait. Je pourrais essayer, sauf que il faut que j'achète un comparateur. Il faut que j'achète les V là, exprès. Des trucs de qualité, parce que c'est pour faire de la merde, c'est pas la peine. Il faut un marbre, il faut... Enfin, voilà. Ça coûtera beaucoup moins cher de le faire faire. J'en fais pas tous les jours. C'est pas mon boulot. Par contre, autre problème détecté sur cette machine, et là par contre je peux clairement dire que c'est un travail de Charlot. Je parle du montage de ces fameuses roues Supermoto, donc adaptées sur la moto. Ma déduction déjà, c'est que c'est pas des roues qui sont faites pour ce modèle, donc ok, on peut adapter des roues de notre modèle, pas de problème. S'agit de voir comment on les adapte en fait. Là, donc je t'explique brièvement. Bon, là l'écrou je l'ai sorti, j'ai déjà tout sorti, là j'ai juste remis pour qu'elle tienne sur sa roue. Donc ce qui se passe, donc, déjà ici, je te laisse constater par toi-même. Ça c'est ce qui sert en fait d'entretoise, hein, pour tenir l'axe de roue. Donc c'est en deux parties. Donc on peut constater que ça a été découpé dans du tube, je ne sais même pas ce que c'est comme tube. C'est coupé en biseau. Et là, là on est dans de l'ingénierie la plus totale, puisqu'il s'agit d'un morceau de tube enroulé de moultes épaisseurs de scotch, en fait, pour réussir à obtenir le diamètre intérieur du pied de fourche et que du coup, ça puisse se serrer. Voilà. Voilà. Perso, j'avais jamais vu ça. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. On est quand même sur un axe de roue qui tient avec du scotch. Bon. Et c'est pas fini, puisque on a la même chose ici. Je crois que j'ai même pas besoin de te le mesurer au pied à coulisse. Hein. Tu constates par toi-même la droiteur de la coupe. Voilà. Donc ça c'est une entretoise de roue. Donc évidemment de ce côté on a la même. Hein. Ajustement au micron là on est, je crois, à quelque chose près. Et là, attention. Ah, un bout de tube avec du scotch. Voilà. Je sais pas quoi te dire. Voilà quoi. Je sais pas ce que t'en dis, mais est-ce qu'on peut appeler ça du travail de Charlot? Le mot est faible. Hop, ici il y a une rondelle derrière. On ne l'oubliera pas. Donc là, ce qu'on va faire, donc ici aussi une rondelle. On va déjà ouvrir le bas moteur, comme ça j'amène le vélo à faire reprendre. Non mais t'imagines le truc quoi? Une roue quoi. Est-ce que tu roulerais toi avec une moto avec un montage de roue avant pareil? Donc ça, je sais pas si ça sort comme ça ou pas. Les 125, j'en ai jamais ouvert. Waouh. Ils sont même pas serrés. Elles sont même pas serrées les vis. Je force même pas. Alors c'est pas censé être serré fort. Hein. Normalement c'est 10 newtons des vis de carter comme ça, mais là on les a même pas là. Sinon, pour finir, donc pour cette histoire de vélo là, je sais pas si j'avais donné des explications. Je pense que tu l'auras compris. De toute façon, il n'y a pas besoin non plus d'être un ingénieur pour comprendre qu'un vilebrequin qui tourne pas rond, c'est jamais bon quoi.
Moi, à l'essai de la moto, je ne l'ai pas ressenti. Après, comme je t'ai dit, je l'ai essayé que à bas régime. La moto, elle avait du vieux mélange dans le réservoir. On n'a même pas fait les niveaux d'huile de boîte, rien. Enfin voilà, moi je l'ai essayé à bas régime, je me suis assuré que toutes les vitesses passaient, mais genre j'ai passé jusqu'à la 6e à 40 à l'heure. J'y ai pas mis de tour, donc je peux pas dire oui elle vibrait ou pas. Mais là, vu l'excentricité de la queue de vélo côté embrayage, c'est quasi sûr que ça vibrait. Et quand bien même si tu le ressens pas toi-même à la conduite, ça peut se répercuter dans les roulements aussi, hein, qui vont du coup travailler de façon excentrique. Enfin bon, dans tous les cas c'est pas bon. Il y a quelque chose qui me retient ou pas? J'ai l'impression. C'est l'arbre là. Là. Il veut pas sortir lui. Voilà. C'est ouvert. Donc là ici, ben, l'idée, hein, bon, je ne vais pas te parler en tant que professionnel de la profession, mais de ce que je sais. Donc il faut positionner le vilebrequin sur des V, ici des V parfaitement alignés sur un marbre avec des comparateurs, enfin, au moins un comparateur. Le faire tourner, voir si tout ça, ça tourne rond. Et si c'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, du coup, bon, faut faire des repères pour savoir où frapper. Et ensuite, avec un maillet en cuivre ou des trucs, voilà, un métal assez doux, hein, pour pas venir marquer les masses, ben, le choquer aux endroits où il y a besoin pour aller en fait le réaligner, quoi, tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement. Ouais, c'est sûr, comme ça a l'air simple. Hein. Donc ça, moi j'ai regardé un petit peu des comparateurs. Oui, on en trouve des pas trop chers. Après, à voir la précision aussi, hein. Mais bon, ça encore c'est pas le problème. Par contre, les supports de vélo, ça vaut une fortune. Un marbre, je sais pas, ça doit pas être donné non plus. Enfin, voilà. Si c'est pour dépenser de l'argent dans du matériel qui me servira qu'une fois et faire un travail approximatif, si tu veux, je vais me contenter de faire ce que je sais à peu près faire. Et ça, on va le laisser aux professionnels. Je me suis pas renseigné, ça doit pas coûter bien cher. Comme ça, ben, du coup, à y être, on va vérifier l'état de la boîte. Ouais, tout qui part en couille là. Ouais, tout qui part en couille là. Voilà, c'était la fourchette qui manquait. C'est parce qu'il fallait que je sorte le barillet en premier. C'est pas grave.
l'aura compris, j'ai donc décidé de remplacer les roulements de vélo. Pas que les roulements de vélo d'ailleurs, puisqu'on va faire tous les roulements. Même les petits roulements aiguilles ici, là. Ça, c'est les guides pour l'arbre de sélection. J'avais hésité au moment de l'ouverture hein, sur est-ce que je remplaçais ou pas les roulements. J'ai pas hésité longtemps et puis même avec, en ayant discuté avec des potes, on est tous quand même plus ou moins tombés d'accord à se dire que oui, visuellement là ils ont l'air sains, il n'y a pas de jeu, ça a l'air d'être des roulements qui sont assez récents. Maintenant, on n'est quand même pas à l'abri d'un roulement de vélo qui prendra du jeu dans 6 mois, d'un roulement de boîte qui va péter, on ne sait pas. Donc c'est quand même dommage de ne pas le faire en sachant que tout est démonté. Oui, ça fait quelques euros en plus sur la facture des pièces. Est-ce qu'on est vraiment à ça près? On va donc faire un rebuild, comme ils disent, complet du moteur. Les pièces sont passées à l'ultrason comme tu as vu. Donc mon avis c'est que c'est quand même pas mal. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Ça nettoie. Tout est vraiment dégraissé. Tu n'as rien qui te reste sur les doigts. C'est très propre. Bien sûr, c'est pas non plus un produit magique miraculeux. Hein. Ça ne va pas te reteinter la matière. Là où ici il y a eu une coulure, je ne sais pas de quoi. Ça c'est incrusté dans l'alu. Tu peux rien y faire. Hein. Mais niveau propreté, ça passe partout. Ça enlève tout. Enfin, je pense que c'est un bon complément en fait. Pour faire ça bien, tu nettoies quand même grossièrement avant de les mettre dedans. Déjà, ça évite de trop salir le bain. Et pour les plus pointilleux, hein, une fois que tu sors les pièces, un peu de finition à la main, à droite, à gauche. Il y aura toujours peut-être des endroits où ça n'aura pas été 100% efficace. Mais quand même, tu vois, le cylindre, je l'ai jeté dedans et j'ai fait le salaud. Je ne l'avais même pas nettoyé exprès pour voir si ça fonctionnait. Donc là, on est côté valve d'échappement. Donc tout ça, c'était gavé de calamine, de résidus d'huile. Ça a quand même bien décapé. Les petites traces qu'on voit là, c'est vraiment l'alu qui a une teinte différente, hein, mais il n'y a plus rien. Hein. C'est propre. Ça a nettoyé jusqu'au fond là des petits trous. Ça, c'est là où viennent se loger les petites valves. Donc c'est quand même plutôt concluant. Pour le carbu, ça a aussi très bien fonctionné. Pareil, j'avais volontairement plongé la cuve sans la nettoyer. Donc si tu te rappelles, ici au fond, il y avait une espèce de croûte créée par la vieille essence qui avait stagné, quoi. Croûte qui était quand même assez dure à gratter. Donc j'ai dit, voyons, je ne vais pas l'enlever, je mets ça tel quel. Donc là, il y a eu juste 2 passes de 30 minutes. Et c'est sorti tout propre, sans rien faire. De toute façon, je pense que c'est... l'utilité principale de ce genre d'appareil, c'est pour les carbus justement. Moi en tout cas, c'est essentiellement pour ça que je l'ai acheté. Notamment pour la Honda avec ses carbus qui sont pleins de vieille essence depuis 25 ans. La puce encore plus, hein, depuis 60 ans elle n'a pas tourné. Donc ça sera quand même très utile je pense. Et évidemment, bon, les endroits les plus calaminés, ça aussi c'est au niveau de la valve d'échappement. Bien sûr, ça ne peut pas non plus faire de miracle encore une fois. Hein. J'ai un deuxième produit, donc je pense que pour certaines pièces là, ce qui est pas ressorti nickel, je vais peut-être faire un deuxième essai. Histoire de voir si ça améliore le résultat ou pas. Pour aujourd'hui, on va en rester là. J'ai déjà commandé le plus gros des pièces. Oui, le vélo, il est toujours chez l'usineur, là, le rectifieur, appelle ça comme tu veux. Je lui avais amené en même temps le cylindre, donc lui, il a été mesuré. J'ai donc pu déjà commander le piston à la bonne cote. Tous les roulements, c'est commandé, la pochette de joint. J'ai aussi commandé déjà le kit plastique. Enfin, il y a déjà 2 grosses commandes là qui vont arriver. J'ai aussi démonté la pompe à eau. Ça, c'est pareil. Ça a été mis en commande. Le kit réparation avec le SPI9, etc. Ça va être un truc de fou, cette moto. Elle va être neuve. Elle va être neuve. On se retrouve très vite pour la suite. Allez, adieu!